Pendant des années, des employés d'Apple ont redouté une chose plus que les délais impossibles ou les lancements ratés. Ce n'était pas la concurrence, c'était Steve Jobs lui-même. Derrière l'image du visionnaire charismatique, adulé pour avoir changé notre rapport à la technologie, se cache une réalité beaucoup moins racontée. Une culture de la peur, des humiliations publiques, une pression constante, une réalité que le cinéma a largement atténuée. Quand Steve Jobs cofonde Apple, il impose très vite une règle simple, il n'y a pas de compromis. Un produit est soit parfait, soit inutile. Et par extension, un employé est soit exceptionnel, soit un obstacle. Les anciens salariés décrivent tous le même climat. Des réunions où une idée pouvait être détruite en quelques secondes. Des ingénieurs interrompus en pleine phrase, qualifiés de médiocres ou d'incompétents devant toute l'équipe, parfois même devant des partenaires extérieurs. Ce n'était pas un dérapage, c'était une méthode. Jobs croyait que la pression extrême faisait émerger l'excellence. Il divisait les équipes, il classait les gens mentalement, les A-players, ceux qui l'admiraient, et les autres, ceux qui l'ignoraient, ou qu'il poussait lentement vers la sortie. La peur devenait un outil de management. Les employés apprenaient à analyser son humeur dès le matin, un regard froid, un silence inhabituel, et chacun comprenait que quelqu'un allait tomber. Certains racontent avoir vécu des semaines entières dans l'angoisse d'être convoqué dans son bureau. Cette convocation pouvait changer une carrière, ou l'anéantir. Le turnover était élevé. Des ingénieurs brillants quittaient Apple épuisés, parfois détruits psychologiquement. Ils ne dormaient plus pour coder davantage, mais pour anticiper ses réactions. Chaque détail devenait une source de stress. La forme d'une icône, la texture d'un bouton, un son à peine perceptible au moment d'un clic. Jobs pouvait rejeter des mois de travail sans justification technique, parfois simplement parce que, selon lui, ça ne se ressent pas bien, et il arrivait qu'il exige de tout recommencer, depuis zéro. En 1985, cette tension permanente finit par se retourner contre lui. Le conseil d'administration d'Apple l'écarte de sa propre entreprise. Pour beaucoup d'employés, c'est un soulagement. Pour Jobs, c'est une blessure profonde. Mais son style ne change pas. Chez Nexté, la société qu'il fonde après son éviction, la même mécanique s'installe. Même exigence obsessionnelle, même refus de la contradiction, même peur de dire non. La différence, cette fois, c'est que le succès n'est pas au rendez-vous. Nexté échoue commercialement. Et l'environnement devient encore plus fermé. Personne n'ose contester ses décisions. La vérité technique s'efface derrière son intuition. Quand Steve Jobs revient chez Apple à la fin des années 1990, il revient transformé par l'échec. Mais pas adouci. Son autorité est désormais totale. Ses produits sauvent l'entreprise. L'iMac, puis plus tard l'iPod, changent tout. Les résultats sont là. Et quand les résultats sont là, beaucoup préfèrent détourner le regard. La pression reste extrême. La peur aussi. Simplement, elle est mieux tolérée. Parce qu'elle fonctionne. Certains employés diront plus tard que travailler avec Jobs a été l'expérience la plus stimulante de leur vie. D'autres parleront de la plus destructrice. Et ces deux vérités coexistent. À ce stade, le cinéma a fait un choix clair. Le film Steve Jobs montre un homme dur, exigeant, parfois brutal. Mais il transforme une violence quotidienne en confrontations isolées. Il suggère la pression sans en montrer la durée. Il montre la colère sans montrer l'épuisement. Et surtout, il laisse entendre que cette dureté était toujours nécessaire. La réalité est plus trouble. Le génie de Steve Jobs est indiscutable. Mais son management a laissé des traces, des carrières brisées, des talents perdus, et une question que la fiction préfère éviter. Le succès justifie-t-il la peur? Peut-on admirer l'œuvre sans regarder la manière dont elle a été créée? La réalité est souvent plus dérangeante que la légende, et c'est sans doute pour cela qu'elle est moins racontée.